vu la mobilisation qui fut celle des caciques et militants du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, depuis le décès de l'ex-premier ministre et candidat du parti Amadou Gon Coulibaly. C'est une annonce qui n'a absolument rien d'une surprise. Alassane Dramane Ouattara, invoquant un cas de force majeure, a annoncé qu'il était candidat à un troisième mandat. Il dit répondre à l'appel de ses concitoyens malgré sa promesse urbit et orbi de ne pas se représenter à un mandat qu'il estimait de trop, car, disait-il, il faut passer le témoin à la jeune génération. Cette annonce, faite la veille de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, dans son traditionnel discours à la nation, sera analysée par nos invités du jour. Côte d'Ivoire, Ouattara, candidat à un troisième mandat, implications et répercussions sur l'Afrique de l'Ouest, c'est le thème de l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. À nos côtés aujourd'hui, Lamine Tissé, bonjour. Bonjour, journaliste. Vous êtes écrivain expert en communication politique. Face à vous sur le plateau, Jules Junistini Mpati, vous êtes chercheur en droit international constitutionnel. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi aujourd'hui Patrick Armand-Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Coach, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas vraiment surprenant, tant les appels à se représenter se multipliaient. Le directeur exécutif du RHDP dans Big Togo a même dit qu'ils iraient tous en prison si le président ne brigue pas un troisième mandat. C'est désormais chose faite. Patrick Armand-Poyon. Oui, c'est désormais chose faite. C'était presque plié. Mais je peux vous dire que ça n'a pas été une décision facile pour le président Alassane Ouattara, parce que non seulement il a énormément de pression à l'intérieur comme à l'extérieur, mais il s'est retrouvé dans un schéma qu'il n'a pas prévu. Il s'est retrouvé dans une candidature difficile. On aura l'occasion d'analyser ça. Voilà, Lamine Tissé, le chef de l'État avait assuré qu'il était respectueux de l'alternance, qu'il passerait le témoin à la jeune génération au finish, il est candidat à un troisième mandat. Bon, je crois qu'en en disant cela, c'est pour la génération, pour pouvoir à la génération d'avoir la chance. Parce que depuis l'indépendance, c'est les mêmes hommes qui sont à la tête de nos États. Mais ça ne veut pas dire que la Constitution ne lui permettait pas de briller. Parce que vous vous rappelez son discours, il a dit « j'ai décidé ». J'ai décidé de ne pas me représenter, être candidat. Puisque l'amalgame se trouve à ce niveau-là. Au Niger, nous sommes à la 7e République, au Niger, vu le changement des constitutions. En Côte d'Ivoire, c'est la 3e République. Alors, s'il y a une nouvelle constitution, on dit que nous sommes à la 3e République. Alors que nous n'avons pas créé cette République-là. Cette République-là, elle est française. C'est un héritage colonial. C'est-à-dire qu'il y a la question de la notion de l'État se pose réellement. Donc, Alassane Ouattara, pour moi, il avait la possibilité de faire un autre mandat. Mais il a voulu renoncer. C'est ce que j'ai salué également pour permettre à une autre génération, une classe. Il a même fait la boutade pour dire, bon, si Konam Bédié est candidat, je vais revoir. Parce que Konam Bédié et moi, nous devons, avec les Gbagbo, nous devons tous partir. Beaucoup estiment que ce n'est pas une boutade et qu'il avait réellement dans le dessein d'être candidat à un troisième mandat. Jules Junistini Mpati, aucun autre collaborateur du chef de l'État n'a donc l'étoffe pour recevoir ce flambeau-là qui était dévolu à la jeune génération. On rappelle que le décès de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly occasionne donc un troisième mandat ou une troisième candidature pour le président sortant. Votre lecture de cette annonce-là? Merci. Je dis bonjour aux téléspectateurs. C'est un plaisir d'avoir à opiner par rapport à l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Une manière de mettre en rapport le droit international d'une part, le droit constitutionnel d'autre, avec les faits politiques qui sont généralement traités en sciences politiques. Le président Ouattara, candidat à nouveau, ça nous donne l'occasion d'étudier le rapport qu'il y a entre le droit et la politique, le rapport entre les dirigeants politiques et leur peuple, d'apprécier la place de la tromperie et des déclarations en liaison avec des réalités qui se vivent sur le terrain
et de mesurer un peu l'impact de ce qui se passe dans les coulisses politiques par rapport à ce qui se vit au plan officiel. Je crois que dans la suite du débat, on pourra aller dans le vif du sujet afin, surtout à partir de la géopolitique régionale et sous-régionale, de la position de la Côte d'Ivoire au plan économique, au plan politique et autres, de voir les conséquences, comme vous l'avez dit dans le thème, dans la note du thème, les conséquences que cela peut avoir au plan comportemental et au plan politique dans la sous-région. Patrick Amon-Poyon, les appels à un troisième mandat se multiplient. Nous ne parlons pas que de Côte d'Ivoire, nous parlons aussi de Guinée-Conakry, où le président Alpha Condé est candidat, visiblement, puisque investi par son parti. Il était présent physiquement à cette convention-là, qu'il a donc investi candidat à un troisième mandat. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara brigue un troisième mandat. On se dit, c'est qui le prochain? Lamine Cissé est certain que Macky Sall ne briguera pas un troisième mandat, mais il y a bien dans le camp du président Macky Sall des appels à donc une troisième candidature. Votre lecture de cette multiplication des appels ou des suscitations à une troisième candidature un peu partout, en Afrique de l'Ouest notamment? Non, il faut dire que c'est de bonne guerre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas espérer que des militants ne soient pas suscités à gauche, à droite pour demander ce que le leader en réalité veut, mais veut que ce soit les autres qui demandent d'abord. Donc, par rapport à ça, je crois que si nous passons cette émission à déconseiller ça, nous allons parler en vain, parce que ça va continuer. Par contre, il faut dire que nous avons une génération d'hommes politiques qui n'a pas su comprendre l'élégance et les bienfaits d'une alternance bien organisée, d'une alternance bien structurée, d'une alternance bien gérée. Parce qu'effectivement, c'est bien beau de demander à Alpha Condé de ne pas être candidat, c'est bien beau de demander à Alassane Ouattara de ne pas être candidat, mais est-ce qu'ils se sont pris très tôt pour ne pas être candidat? Voilà tout le problème. Parce que lorsque le leader lui-même fait en sorte d'affaiblir ses propres collaborateurs, de manière à ne pas avoir de concurrents, il est difficile au dernier moment de trouver quelqu'un qui fera l'unanimité du groupe. Donc c'est ça la réalité politique auquel ils sont confrontés aujourd'hui. Je suis convaincu que du fond profond de Alassane Ouattara, il aurait voulu ne pas être candidat. Seulement, quand il parle de passer le pouvoir à une génération, il parle de passer le pouvoir à quelqu'un. C'est ça l'erreur. Il ne parlait pas de génération, il parlait de quelqu'un. Et ce quelqu'un se retrouve à mourir et donc tout son schéma est à l'eau. En Guinée, lui n'a même pas prévu quelqu'un. Il a prévu lui-même. Donc vous comprenez que dans ces conditions, c'est difficile de leur dire aujourd'hui, il ne faut pas être candidat, alors qu'ils n'ont rien fait pour anticiper le fait qu'ils pourraient ne pas être candidat. Lamine Cissé? Oui, bon, moi je crois que l'amalgame se fait à ce niveau-là. C'est pourquoi je dis, il y a ce qu'on appelle de l'analphabétisme politique. Ce n'est pas que celui qui ne va pas à l'école qui est un alphabétisé. Il y a des cadres et des compétences qui sont des analphabètes en politique. La politique, c'est pas ça, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas matière à comparaison entre ce qui se passe en Côte d'Ivoire et ce qui se passe en Guinée ou au Sénégal. Il faut faire des analyses très pointues pour dégager les divergences par rapport à cela. Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire, quand Alassane Ouattara a pris le pouvoir, la première tâche à faire, c'est de changer cette constitution qui a été une constitution conflictuelle, qui a permis aux gens de prendre les armes, de se tuer, et où, etc. C'est cette constitution-là, il faut changer ça. Mais il n'a pas changé ça dans le but, lui, de se maintenir au pouvoir. Je crois que je lui donne toute la bonne foi. Il voulait partir. Alors maintenant, c'est pourquoi j'ai dit le problème de la gestion de nos partis politiques se pose. Parce que si les militants viennent pour dire sans toi, il n'y a pas de consensus dans le parti, donc il y a un problème de gestion de nos partis politiques. Quand vous prenez par exemple le cas de la Guinée, mais Alpha Condé, il était en fin de mandat. La Constitution ne lui permet pas de briguer un autre mandat. Pour briguer, il faut réécrire la Constitution. Il a pris le temps de réécrire la Constitution et de tuer plus de 20 personnes. Pour avoir un autre mandat. Sinon, la Constitution là, est limitée. On lui a dit nul ne peut exercer plus de 2 mandats successifs. Il le sait. Et même quand tu sors, tu ne peux plus revenir en tant que chef d'État. La Constitution a verrouillé. Mais il a voulu réécrire la Constitution pour avoir une toute
nouvelle constitution pour briguer un autre mandat. C'est un cas qui est différent. Vous prenez le Sénégal, c'est le président Macky Sall même qui a interprété sa constitution à la veille de son des élections. Il a interprété pour dire, lui, il avait fait un mandat de 7 ans. Il cherche maintenant à ce que le peuple sénégalais lui donne un autre mandat de 5 ans. S'il a fini, la Constitution a clairement dit nul ne peut. Que ça soit 5 ans, 7 ans, lui, il a fini. Mais pourquoi on interprète encore dire que ce monsieur-là, pourquoi on met dans la tête de l'opinion publique? Seriez-vous surpris, Lamine Cissé, que la Constitution soit interprétée encore à la fin du deuxième mandat du président Macky Sall? Mais c'est pas lui, non, mais tout son entourage, même le ministre, c'est-à-dire que tout le monde, ils ont mis dans la tête. Et nous avons compris que c'est fini. Lui-même, il a dit, il est sorti plusieurs fois pour dire, mais quand vous me donnez le mandat là, c'est fini, moi j'ai fini. La Constitution ne m'autorise pas parce que nul ne peut. Pourquoi on en discute maintenant? Nous en discutons. Pourquoi les gens on débat et on fait des comparaisons alors que il y a des spécificités, il y a des différences fondamentales. Lamine Cissé, nous en discutons, Lamine Cissé, parce que comme c'est fait là-bas, il existe une race d'universitaires prompte à défendre la possibilité pour les chefs d'État, en cas de modification constitutionnelle, de briguer un troisième mandat. Je vais vous poser la question. Quelle est votre lecture de cette question alors que le verrou du seul mandat renouvelable une fois est dans toutes les constitutions, du moins en Afrique francophone? Merci. Sauf que l'expression race d'université me gêne un peu. Je crois qu'il serait plus respectueux pour ces cadres de haut niveau scientifique de parler de catégorie d'universitaires. Oui, vous êtes dans la diplomatie, je l'aurais compris. Allez-y, répondez à ma question. Vous savez, quand je fais un peu l'histoire politique et constitutionnelle contemporaine du Bénin et de la sous-région, au prisme des travaux des chercheurs et des professeurs tels que Stéphane Boll, tels que professeur Ivor, et tels que professeur Salami, ils sont pleins. Vous constatez que de 1990, cette démocratie qui s'est enclenchée par la réaction et la décision du peuple. De 1990 à 2020, on peut distinguer globalement deux grandes périodes. Et c'est de ça un peu, il faut tirer un peu cela de l'analyse qui a été faite par notre frère Amapono tout à l'heure. Les constitutions qui sont sorties de 1990 sont des constitutions par décision populaire, des constitutions devant lesquelles les dirigeants politiques n'avaient pas le choix. Je fais un petit clin d'œil au président Kérékou, au président Nicéphore Soglo. Alors, les dirigeants étaient bien obligés de respecter. Vous allez voir que jusqu'au départ du président Kérékou, ils n'ont pas eu le courage nécessaire pour toucher à cette condition au Bénin. Depuis les années 2012-2015 à nos jours, on assiste à des révisions constitutionnelles que certains chercheurs catégorisent. Ils sont allés même jusqu'à une dizaine de catégorisations. Je ne vais pas les exposer ici, mais il y a deux formes de révision. Du point de vue des dirigeants politiques, on a constaté des révisions au profit du peuple. Donc l'intéressé vient, il procède à la révision constitutionnelle en début de mandat et il ne la fait pas la révision pour s'éterniser au pouvoir ou pour se faire renouveler le mandat. La deuxième forme, c'est la révision du point de vue de l'homme politique, c'est la révision intéressée. Et c'est à ça que nous assistons, que ce soit la Côte d'Ivoire. Et puis le processus est presque le même. Vous avez un processus de révision qui est lancé généralement par l'exécutif, ou bien on passe par des députés, jeux de couloir, et on atterrit, finalement. Et après ça, on modifie le code électoral, et après, on fait susciter la candidature, ou bien on crée un malaise au sein du parti. Et cette affaire de candidature probable de celui qui est décédé là,
Amadou Koulibaly. Koulibaly. Jusqu'à quel point c'était sincère? Moi, je me pose la question. Parce qu'il paraît que l'intéressé était malade et il paraît que des informations signalaient que ça irait de mal en pire. Je n'en ai pas les preuves. Mais si c'est le cas, est-ce que, sachant cela, on a des raisons de le positionner comme dauphin ou comme futur candidat? Donc, cela pose le problème de la sincérité en politique. Et ça pose le problème de la préparation de la relève. Est-ce qu'ils ont même intérêt à préparer la relève? Du point de vue par rapport au peuple maintenant, nous avons des révisions subies. Et c'est ça que les peuples africains subissent. Et nous avons maintenant des révisions qui seront décidées par révolution populaire. Et c'est ça là qui s'annonce parce que les peuples africains encaissent, comme cela s'est passé de 1972 au Bénin jusqu'à 1985 où ça a commencé. Mais quand ces peuples-là sont fatigués, elles déclenchent la révolution. Et je voudrais demander aux dirigeants africains de faire en sorte qu'ils puissent mener une vie paisible et qu'ils puissent mener une vie heureuse après le mandat présidentiel. Après le pouvoir, il y a une vie. On l'a vécu avec Nelson Mandela. On le vit actuellement avec le président américain Barack Obama. Donc, c'est une question qu'il faut traiter maintenant. La véritable problématique que je vais soulever et laisser la parole, faut-il laisser le pouvoir pour que le pouvoir conduise le pays dans la violence, dans le sous-développement, dans la discorde, ou faut-il mieux s'éterniser au pouvoir ou se faire renouveler le mandat, quitte à s'assurer une certaine quiétude et travailler pour la sécurité dans le pays? C'est là la question. Et je ne voudrais pas répondre à la question parce que je sais que les éminentes personnalités qu'on a sur ce plateau pourront répondre. Patrick Amampoyon, n'y a-t-il aucun autre cadre compétent pour prendre le leadership du RHDP et conduire le bateau à bon port? N'y a-t-il aucun autre cadre compétent à même de représenter le RHDP et de gagner les élections de 2020? Le problème n'est pas au niveau de la compétence. Le problème est au niveau de l'équation politique compliquée que le président a préparée. Je donne des exemples très simples. Vous croyez qu'Ahmed Bakayoko va accepter qu'après Gon Koulibaly, on lui propose quelqu'un d'autre à sa place? Non, il n'acceptera pas. Maintenant, beaucoup de cadres du parti refusent Ahmed Bakayoko. Voilà l'équation. C'est-à-dire que tout a été joué à partir du moment où le président a lâché Bédié, a lâché le vice-président Nguessan, a lâché un certain nombre de personnes qui pouvaient faire consensus. Il les a lâchés. À partir du moment où il les a lâchés, il se retrouve avec un seul pouvoir, avec son appui, sa dictature et tout ça, faire les choses là. Maintenant, celui-là décède. Il se retrouve nez à nez avec Ahmed Bakayoko que lui-même ne veut pas. Parce qu'avec Ahmed Bakayoko, il crée ce qui se passe en Angola, il crée ce qui se passe en Mauritanie, il crée ce qui se passe dans beaucoup de pays où le président, en Angola et tout ça, où le président se retrouve en difficulté avec celui qu'il a mis au pouvoir. Résultat, il ne peut pas aller chercher les Patrick Hachi qui sont de l'électorat de Bédié, dont lui, son électorat du Nord, a un besoin d'un candidat. Il n'a plus quelqu'un de sa région qui peut arriver à bloquer son électorat de là-bas. Donc voilà un peu, il s'est compliqué l'équation à force de faire des hommes, des pions qu'on déplace à sa guise. Vous voyez, le discours du président, j'ai beaucoup de respect pour le président Alassane Ouattara. J'ai beaucoup d'admiration pour son parcours sur le plan financier et autres. Mais sa façon de traiter les hommes, sa façon de parler des hommes, son jeu qui vient à tout bout de champ, comme si la Côte d'Ivoire est sa propriété privée, tout ça là, ça a créé le chaos dans lequel il est lui-même. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire n'est pas dans une situation chaotique, mais c'est lui-même qui est dans une situation difficile. Parce qu'il est candidat sans énergie. C'est ça. Il va faire campagne comment? Sur quelle thématique? Sur quel thème? Sur quelle thématique? Voilà l'équation difficile qu'il a devant lui. Vous savez, d'habitude, on dit au président, bon, il a la chance de gagner les élections, mais il n'a qu'à renoncer. Là, le président Alassane Ouattara, ça dit que tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de faire une sortie honorable s'il perd les élections. Parce qu'avec la multiplication des candidatures, dans son camp comme dans les autres camps,
il lui est presque impossible de passer au premier tour. Et s'il ne passe pas au premier tour, ça devient un référendum. Et je ne le vois pas gagner un référendum aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà qui est clair. L'opposition ivoirienne a fustigé la candidature du président Alassane Ouattara. Pour elle, la Constitution lui interdit de se représenter, Lamine Cissé. La Constitution actuelle, votée en 2016, interdit au président de se représenter. Plusieurs conseillers politiques, parfois très proches du président Ouattara, l'ont reconnu eux-mêmes sur des plateaux que la Constitution actuelle, en l'état, interdisait au président de briguer un troisième mandat. Votre avis? Je ne suis pas d'avis. Je ne suis pas d'avis. Comme j'avais soutenu la candidature du président Ouad également, en son temps, puisque la Constitution lui permettait. Seulement, le Sénégalais a rejeté ce qu'on appelle un troisième mandat. Mais ce n'est pas un problème de Constitution. Il a rejeté à ce qu'on appelle un président qui fait 1, 2, 3. Nous, ça nous heurte. Bon, maintenant, le problème qui se pose ici en Côte d'Ivoire est que quand on prend le problème Bagayogo, Bictogo, c'est les premiers à sortir pour dire Ouattara doit se présenter parce qu'il est le seul qui fait le consensus aujourd'hui. Quand on choisit quelqu'un, la RFD va éclater, voler en éclats, c'est clair et net. C'est pourquoi je pose le problème de la gestion de nos partis. Donc faillite du président Alassane Ouattara. Non, des partis politiques en Afrique, d'une manière générale. Ça se trouve partout en Afrique comme ça. Au Sénégal, c'est comme ça. Ça dit que le chef de parti, c'est lui qui est le parti, en fait. Prenez le cas du président Macky Sall. Son parti, depuis qu'il est président jusqu'à présent, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui contrôle tout. Alors aujourd'hui, si lui, il choisit quelqu'un, c'est celui-là qu'on adule. Il ne choisit personne, ça crée un problème de consensus. Ce qui veut dire que le parti est autour d'un homme et de son argent. Moi, j'ai été jusqu'au siège du RDR plusieurs fois en Côte d'Ivoire, à Abidjan. C'est un immeuble, c'est Alassane Ouattara qui payait tout ça là, qui payait tout ce qui travaille là-dedans pendant des années. Il a accueilli le pouvoir de haute lutte financière et de sa vie. Aujourd'hui, tout le monde l'écoute. On l'écoute. C'est le chef. Alors que le parti devait être fonctionné, il y a un problème de militantisme réel qui se passe. Militant. On n'est pas militant pour l'idéologie, pour la vision, mais on est militant pour l'homme. C'est ça qu'il faut combattre. Et aussi, la gouvernance se fait dans la langue des autres. Le professeur a posé un diagnostic sans complaisance. Nous débattons sur ces diagnostics-là. La gouvernance se fait dans la langue des autres. L'administration, l'État est loin du peuple. Le peuple ne sait pas ce qui se trame au sommet. C'est ça le problème. On vote parce que c'est mon frère, on vote parce que nous sommes dans la même région, on vote parce que nous sommes dans la même religion, dans la même église, on vote, etc. Mais le militantisme, la vision, qu'est-ce que cet homme-là veut du pays? Où est-ce qu'il veut amener le pays? Dans des programmes sérieux. Nous ne sommes pas encore à ce niveau en Afrique. Tout le débat se trouve à ce niveau-là. Voilà. Donc moi, je pense que il faut faire attention. Il ne faut pas qu'on essaie de rattacher la situation de Gbagbo. J'étais sur ce plateau-là, j'ai félicité sa prise de décision. Il ne faut pas qu'on remette en cause, parce que les supports de communication à l'effigie de Gon Coulibaly ont été déjà commandés. Les gens étaient dans la préparation pour lui. Ça fait 12 ans qu'il est malade. Il n'est pas malade aujourd'hui. Il a subi une opération en France depuis 12 ans. Mais il a les charges. Personne ne prévoit que telle personne va mourir demain ou après-demain. Il était allé se soigner, il est revenu, en conseil des ministres, il est tombé. Ça peut arriver à toute personne. On se lève le matin et demain on tombe. Qu'est-ce qui est arrivé à Ali Bongo? Subitement il est tombé, il pouvait mourir. Donc la mort, personne ne peut calculer la mort. Mais Alassane Ouattara, je puis dire qu'il était sincère, il voulait partir. Il avait un programme bien établi. Il a dit aux Ivoiriens, permettez-moi d'aller me reposer un peu, je suis fatigué, j'ai autre chose à faire. Il était sérieux. Mais maintenant, je dis, aujourd'hui, même si Gon Coulibaly était mort, normalement, pour un parti qui fonctionne normalement, le Congrès doit se tenir et le Congrès laisser libre cours au Congrès de choisir. Mais aujourd'hui, si on choisit n'importe quelle personnalité autour de Ouattara, c'est la débandade. Tout le monde sera mécontent. Donc le consensus est autour de lui. Il a dit que c'est la candidature la plus difficile. Donc analysons cela. Mais n'essayons pas de comparer cela à Macky Sall ou à Alpha Condé. Ce n'est pas les mêmes contextes, ce n'est pas les mêmes textes, ce n'est pas les mêmes lois.
Donc, c'est une mauvaise communication en voulant le faire. Donc, voilà, c'est sur ça. Et puis, mon problème aujourd'hui, et pourtant, nos pays, le professeur a dit, hein, l'impact dans la sous-région. La Guinée est en ébullition. Le Sénégal est en ébullition en bas. Au Bénin, il y a l'ébullition, totalement. Le Niger, il est le président en exil de la CEDEAO. Je vais voir comment il va gérer le problème du Niger. Le Niger est en ébullition. Donc la sous-région, nous sommes en ébullition parce qu'il y a des coups d'État constitutionnels et institutionnels qui écartent la volonté populaire et qui met à la place de la volonté populaire l'homme. Je crois qu'il faut que ce que le professeur a dit, cela est en train d'amener ce qu'on appelle une révolution populaire. Et ça commence, hein? Parce que les peuples ont pris conscience. On ne peut pas opprimer les peuples tout le temps, c'est pas possible. Voilà. Alors, Justin Mbati, je reviens à vous. Un membre du bureau politique du PDCI l'a dit, Assoadou du FPI aussi l'a dit. Les propres experts du président Ouattara l'ont déclaré qu'il ne peut en aucun cas se présenter une troisième fois. On estime que l'application exacte de la Constitution de 2016 stipule en son article 183 que la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable. Dans ce schéma-là, c'est donc selon l'opposition et selon donc même plusieurs proches du chef de l'État ivoirien qui l'ont dit urbit et orbi, violer la Constitution serait donc candidater à un troisième mandat. C'est une situation, on va dire, bizarre que des soutiens du chef de l'État disent sur des chaînes qu'une troisième candidature du président viole la Constitution en vigueur, mais qu'aujourd'hui, on nous dise cette Constitution-là nous permet d'être candidat à une troisième candidature et même à une quatrième, puisque depuis le 2016, on dit que les pendules sont remises à plat. Ok, merci. Deux choses tout de suite par rapport à la question que vous avez posée. L'interprétation de la Constitution. Il y a ce que nous appelons l'interprétation authentique et elle est faite par le juge constitutionnel. Tout à l'heure, mon frère Cissé parlait du président de la République qui a interprété lui-même. C'est une interprétation présidentielle, en griffe, je dirais. L'interprétation authentique, c'est le juge constitutionnel. Le second élément, lecture de la Constitution. Quelle est la lecture qu'on fait de la Constitution? Vous avez parlé de la Constitution de 2016, mais la Constitution a été révisée en 2020. Alors, d'abord, pourquoi tant de révisions constitutionnelles? Et quelle est la durée de vie d'une constitution pour qu'elle soit révisée? Une constitution de 2016, quels sont les éléments nouveaux qui sont apparus, qui ont impliqué? Ouais. La lecture dépend de chacun. La lecture dépend de chacun. Cela revient à ma dernière question qui dit que les courants sont nombreux, chacun interprète à sa guise, et le chef de l'État choisit ce qu'il a. L'interprétation est authentique, c'est le juge constitutionnel. Je l'ai dit, ce qu'il le fait. Et maintenant, dans votre question, il y a un autre point, c'est le temps constitutionnel, ou si vous voulez, le chrono constitutionnel. Et quand démarre, lorsque en cours de mandat, la révision intervient et qu'on dispose que nul ne peut exercer plus de 2 mandats, est-ce que cela, la loi rétroagit? Est-ce que cela veut dire que le mandat qui est en cours par rapport au président Ouattara est un mandat qui est considéré comme sur la base de la nouvelle constitution? Non. Est-ce que cela veut dire que les pendules sont remises à zéro? Effectivement, il me semble. Alors, de ce point de vue-là, et c'est bien possible que la Constitution de 2020, révisée en 2020, cette révision-là, on puisse avoir des arguments techniques et permettant de justifier la nouvelle candidature du président Ouattara. Mais ça pose un problème d'efficacité du mandat. Et il n'est pas le seul citoyen du pays. Il faut faire très attention. Ce n'est pas... J'ai posé la question tout à l'heure et je dis... pour éviter la violence, pour éviter un certain nombre de problèmes, il vaut mieux qu'il reste au pouvoir. Mais est-ce qu'en restant au pouvoir, il a les moyens physiques
il a la santé nécessaire pour pouvoir opérer. Au-delà de ça, la gouvernance d'État n'est pas une action individuelle, c'est une action collective. Même si quelqu'un proche à lui, pendant qu'il n'a pas préparé la relève, quelqu'un proche à lui se retrouve à la tête de ce pays, c'est toujours possible que celui-là gouverne à partir de la somme des énergies des autres. Personnalisation du pouvoir, conséquence du système royal et impérial que l'Afrique a vécu pendant des siècles. C'est ce que nous vivons. Les chefs d'État africains, en fait, n'ont pas intérêt à préparer une certaine relève, mais il faut dire, le peuple est au-dessus de sa constitution. Le peuple est au-dessus de sa constitution pour dire que si les hommes politiques ont la possibilité de réviser la constitution comme ils l'entendent, le peuple peut décider d'agir en se basant sur le principe de la légitimité constitutionnelle. Parce que là, dans la légalité constitutionnelle, en se basant sur la légalité constitutionnelle, on peut être candidat à un autre mandat. Mais le peuple a la possibilité, bien que la Constitution a été révisée en son nom, le peuple a la possibilité, parce qu'il est représenté, de réagir et de dire non, d'aller contre ce qui a été établi par ceux qui l'a représenté. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux diriger et prendre des décisions dans l'intérêt supérieur de la nation. Pour finir, formation civique et politique, les hommes politiques n'en ont pas trop besoin pour leurs militants. C'est aux militants, c'est au peuple militant de travailler pour, de faire en sorte qu'il y ait de la démocratie au sein des partis politiques, donc démocratisation des partis politiques. C'est les jeunes là, les jeunes qui sont policiers, qui sont dans les partis politiques, c'est à eux. Maintenant, des élections, il faut que les élections en Afrique assurent la paix. On vit trop la violence à travers les élections. Et il faut qu'on sache que le pouvoir est d'essence divine, mais manifesté par la volonté des hommes, la volonté du peuple. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Et je reste très prudent par rapport à Ouattara, troisième mandat, panacée pour sauver la Côte d'Ivoire les années à venir. Patrick Abampoyon, je reviens à vous. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui s'intéressent au prochain scrutin en Côte d'Ivoire. Il y a notamment l'ancien ministre Tidiane Thiam, ancien patron du Crédit Suisse, aujourd'hui libre relativement de ses mouvements. L'homme a fait une adresse aux Ivoiriens, vous l'avez suivi. Est-ce que selon vous, c'est un positionnement politique clair pour 2020, pour le scrutin d'octobre prochain? Oui, et je voudrais dire que, vous savez, l'ami disait tout à l'heure que la seule candidature consensuelle au RHDP, c'est la candidature d'Alassane Ouattara. Mais vous avez constaté que la candidature d'Alassane Ouattara même n'est pas consensuelle. Bien sûr, il y a des présidents de partis et des partis qui ont quitté la coalition à cause de... Ce n'est pas des partis. Aujourd'hui, c'est RDR qui s'appelle RHDP. Tout le monde est parti. C'est-à-dire que tous les autres partis qui ont constitué les RHDP sont partis. Tout à fait. Il ne reste aujourd'hui que le RDR dans cette famille politique-là. Voilà. Donc, ça fait que lui-même, vous voyez, c'est pour illustrer le manque de leadership politique. C'est pour illustrer le fait que c'est la débandade. C'est la débandade. Et donc, c'est pourquoi je vous dis que quand on parle de est-ce que la candidature d'Alassane Ouattara est une candidature constitutionnelle ou autre, c'est un débat qui n'a même pas besoin d'aide. Parce que le peuple ivoirien va trancher dans les urnes. Le peuple ivoirien va trancher dans les urnes. Soit le président n'est pas Ouad et gagne dans les urnes, soit le président est Ouad et il est battu dans les urnes de la même manière où Ouad a été ridiculisé dans les urnes. C'est-à-dire qu'il faut que le président... Vous savez, moi, ce que je veux souhaiter au président Alassane Ouattara, c'est que même si c'est discutable sa candidature, qu'il puisse faire le jeu, organiser des élections transparentes et laisser le pouvoir à celui qui a gagné. Point. C'est-à-dire que si c'est lui-même qui gagne, chiche. Si c'est lui qui ne gagne pas, qu'on l'aide. Parce que je vais vous dire, si le président élu est légitime, si le président élu est légitime, quel que soit celui qui est élu, ce serait la paix en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut craindre, ce n'est pas la candidature d'Alassane Ouattara, c'est qu'il y ait tentative de vol de l'élection. C'est ça là qu'il faut éviter. Ce n'est pas la candidature qui pose problème. C'est qu'il faut que l'on puisse rendre compte de la sincérité du vote. Si on rend la sincérité du vote, et on va le faire, parce que nous sommes convaincus que la Côte d'Ivoire ne vivra plus jamais les démons du passé. Donc le plus important, c'est la transparence des élections. Ce n'est pas
Est-ce qu'il est candidat ou pas? Je crois que, comme M. Mpati l'a dit, soyons prudents dans l'interprétation des tests. Nous ne sommes pas le juge constitutionnel en Côte d'Ivoire. Et le juge constitutionnel en Côte d'Ivoire, nous savons combien il danse. Donc, bref, c'est pour dire que véritablement, il faut laisser les Ivoiriens s'exprimer librement et donc respecter la sincérité du vote et il y aura la paix, quels que soient les candidats. Voilà, Lamine Cissé. Non, je suis d'accord avec vous. Oui, mais concernant le pan très important évoqué par Patrick Amopoyon, c'est par rapport à la sincérité du vote, mais visiblement, la Cour de justice ouest-africaine a dit que la CEI actuelle, qui donc est en charge du prochain scrutin, n'est pas consensuelle. Et que la plupart de ces cellules sont majoritairement, sinon à plus de 90%, représentées par... la Cour de justice de... la Cour africaine. La Cour africaine, oui. Voilà, des droits de l'homme et des peuples. Oui. Voilà, a dit donc que cette CEI-là n'est pas consensuelle et qu'il faut travailler à ce qu'elle le soit. Mais visiblement, les chancelleries européennes sont même allées rencontrer le Premier ministre actuel pour échanger de la question, mais visiblement, on a l'impression que ce n'est pas quelque chose qui est déjà fait. Est-ce que ce n'est pas là préparer le lit à des difficultés? C'est à ce niveau où moi, tout mon problème se pose. Le manque de sincérité des scrutins, c'est le nid des conflits. Parce qu'en fait, moi, Alassane soit candidat ou Konan Beye ou autre, laissons le peuple le choix d'élire son président d'une façon libre, transparente et démocratique. Pour cela, il faut que le processus électoral soit consensuel, que ça soit contrôlé par l'opposition. C'est ça, moi mon combat, toute ma crainte se trouve là, à ce niveau-là. Si ce processus électoral n'est pas transparent, ça peut créer des frustrations et ça peut créer des violences dans tous nos pays, là, pas en Côte d'Ivoire seulement, c'est dans tout le reste du pays. Ouais. Donc je rejoins Patrice Amopoyon, je suis d'accord avec lui, cette analyse elle est pertinente. Oui. Elle est pertinente. Alors maintenant, la violence électorale, on a l'impression qu'il n'y a pas dans des pays, il y a des pays modèles, le Ghana de Rawlings là. Il a pris le pouvoir par les armes, il est venu à la démocratie sincèrement. Jusqu'à présent, c'est tranquille. Il y a un chef d'État n'est même pas sûr de faire 2 mandats. Le peuple contrôle le processus électoral. Mais c'est possible, c'est l'homme, c'est les hommes qui font transparent et c'est les hommes qui font de la magouille. Parce que quand vous êtes sincère et vous voulez que mon pays avance et que le peuple, vous allez agir en ce sens. Et vous allez faire des institutions de telle sorte que ces institutions sont des institutions neutres et vous allez mettre des garde-fous de telle sorte que après les élections, tout le monde va applaudir. C'est ça que nous cherchons en Afrique. La personnalisation du pouvoir, comme le professeur l'a dit, cette personnalisation du pouvoir est liée à la manière dont nous gouvernons nos partis politiques. La dictature de la gouvernance des partis politiques, c'est ce qui a une ramification au sommet. Aujourd'hui, on a même des personnes qui n'ont pas de parti politique. Dès qu'ils montent au pouvoir, c'est la dictature. Donc, nous sommes en danger. La population africaine en a marre. Nous sommes fatigués. On est en train de nous bâillonner. Parce qu'on ne peut tromper personne aujourd'hui. Aujourd'hui, la communication est dans la main de tout le monde. C'est pourquoi mon inquiétude également, c'est les médias. Il faut que les médias puissent faire des recherches, comme vous êtes en train de le faire. Mener des débats constructifs, des débats de qualité pour permettre aux populations de comprendre ce qui se passe. Mais il y a certains médias et les réseaux sociaux qui désinforment. On ne peut pas en faire un modèle, troisième mandat. Il ne faut pas comparaître la Guinée à la Côte d'Ivoire, ni le Sénégal à la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est 2 contextes totalement différents. Voilà, vous aurez été clair. Justine Mpati, je voudrais vous demander, il y a plusieurs personnes qui réagissent, notamment l'artiste Mewe, qui, dans une adresse solennelle, s'est prononcé par rapport à cette volonté-là du président Ouattara de briguer un 3e mandat. C'est la première fois que l'artiste que nous connaissons, très festif dans sa musique, se positionne sur un terrain politique. Ça ne nous aurait pas surpris que ce soit un Tikenja Fakoli ou plutôt Yodé Siro qui se positionne, mais qu'un artiste comme ça, qui n'a quasiment jamais été sur le terrain politique, sorte pour donner ce message-là. Quelle lecture en faites-vous? Merci. C'est un peu ce que je disais. Ça rejoint un tout petit peu la dimension peuple ou la dimension populaire. Et on peut voir derrière l'intervention de Mewe une intervention individuelle ou individualisée. Notamment ceux que cette intervention n'arrange pas. Et tout simplement parce qu'on va voir
l'individu, la personne de Mewe et dit, bon, ce qu'il a dit n'engage que lui-même. Mais Mewe, c'est une star. Mewe, c'est des millions de personnes et surtout des millions de jeunes Ivoiriens qui sont derrière. De ce point de vue-là, moi, je voudrais considérer cette intervention comme une intervention arrangée dans la catégorie de la société civile comme porte-voix du peuple. Il est important que le président Alassane Ouattara en tienne compte. Pas forcément pour revenir sur sa décision, mais il y a une question qui doit se poser. N'y a-t-il pas mieux? N'est-il pas possible que je sois aux arrières et que quelqu'un soit au devant et que je lui fasse du coaching pendant qu'il gère? C'est des questions qui méritent d'être posées. Je voudrais revenir sur un sujet qui a été introduit tout à l'heure par M. Poyon. Et je rappelle un peu sa phrase. La phrase, il disait le peuple ivoirien va trancher dans les urnes. Si on doit faire une étude thématique de cette phrase, on a le peuple, on n'a pas la suite tranché, on n'a pas la suite les urnes. Le peuple, il me rejoint. Et là, c'est le peuple qui agit et le peuple agira toujours. Et là, je ne suis pas gêné. Va trancher, oui, le peuple tranche toujours. Lorsqu'il s'agit des élections, il tranche ordinairement. Mais lorsqu'on ne le trompe pas les élections et par les fraudes à la Constitution, il tranche par voie révolutionnaire. Mais dans les urnes, c'est là où je suis gêné. Je suis gêné parce que la liste électorale, elle est faite sous le contrôle de qui ou qui a la possibilité, suivant des pouvoirs exorbitants ou spéciaux, d'avoir accès à la liste électorale, premier niveau de fraude électorale. La transparence, il en a parlé avec M. Cissé, la sincérité des élections. Les élections en Afrique, on dit qu'on ne fait pas élection en Afrique pour perdre. Quand on organise l'élection, on ne perd jamais. Est-ce que vous êtes sûr que ce principe-là, dont je ne connais pas la source, qui me gêne au plan éthique, est-ce que vous êtes sûr que ce principe ne va pas être respecté avec la nouvelle candidature de Ouattara? Je suggère qu'une certaine plateforme de la société civile se mette en branle et puisse travailler sérieusement et que les missions d'observation puissent agir. Bon, là encore, quel type de mission d'observation? Alors maintenant, lorsqu'on prend la sécurité en période électorale, elle est dans les mains de qui en a les pouvoirs? C'est encore le candidat. Alors, les lois électorales, à savoir la Constitution qui a été révisée, le Code électoral, tout ça là, qui a été la Fondation refaite. Il est question maintenant d'élever les murs, celui qui a fait ordonnance, tout ça là, c'est le même qui est derrière tout ça. Alors, le contentieux constitutionnel, quand on n'est pas, pour finir, quand on n'est pas d'accord de tels résultats, l'élection constitutionnelle, on saisit le juge constitutionnel. Mais le juge constitutionnel, quelle liberté? Le juge constitutionnel en rapport avec la politique, quelle indépendance. Pour finir par dire que droit et politique, je l'avais posé en primeur. Lorsque le droit fait son chemin son bonhomme de chemin et met en place les dispositifs qu'il faut pour la paix et que la politique y entre par la porte, le droit sort par la fenêtre. Patrick Amon-Poyon, votre réaction, mot de fin. Rassurer les uns et les autres que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé qu'on révise le dispositif de la commission électorale. Mais j'ai écouté le président de la commission électorale et je crois que dans le schéma actuel de la Côte d'Ivoire, il vaut mieux qu'Alassane Ouattara maîtrise cette commission afin d'être le seul responsable de ce qui va arriver. Si on se met à faire des camps bizarres encore dans la commission électorale, on ne saura pas qui sera responsable du sérieux ou du désordre électoral. Que le président Alassane Ouattara contrôle ses cours, comme la Cour a dit qu'elle contrôle, et il sera le seul responsable du jeu électoral. Je crois qu'il en a la capacité pour mesurer la portée de sa responsabilité historique. C'est à lui de faire en sorte que le vote soit sincère, afin que les investissements qu'il a fait en Côte d'Ivoire restent sécurisés. Parce que si les nombreux investissements qu'il a fait en Côte d'Ivoire doivent être sécurisés, c'est à cause de la sincérité du vote. À lui de décider. 30 secondes. Oui, moi je voulais tout simplement dire qu'au Sénégal, pourtant, on a eu 2 alternances. Chaque fois que le scrutin est transparent, l'alternance s'opère. Au Sénégal, on a vécu ça, 2 alternances, parce que le scrutin était transparent, tout le monde applaudissait et allait
et vaquer à leurs besoins. Alors, pour le cas de Mewe, nous avons Youssou Ndour au Sénégal, il serait président de la République, mais le peuple sait distinguer entre la musique, l'artiste et la politique. Il y a une distinction nette, quoi. Mais oui, il n'est pas candidat. Oui, il n'est pas candidat, mais ça ne veut pas dire que sa déclaration, c'est une déclaration de position en tant que citoyen. Voilà. Ça aura été votre avis, Lamine Cissé, écrivain en communication politique. Face à vous, Jules Justinien. Je n'ai pas de mon mot de fin. Mais le temps est parti à Non, pour dire juste une phrase. Dire que les hommes politiques agissent en tenant compte du fait que le peuple veille au grain et que quand le peuple a été passé, il réagit. Voilà, ça aura été tout. Jules Justinien Moupati, vous êtes chercheur en droit international et constitutionnel. Patrick Armand-Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise, vous étiez aussi sur ce plateau avec nous. Merci à tous, messieurs, de nous avoir suivis. À très bientôt pour notre numéro de votre émission Angle de vue. D'ici là, portez-vous bien.